22 mai 1809, Essling, à quelques pas de Vienne. L'empereur des Français, Napoléon Ier, fait face à l'archiduc Charles d'Autriche. Ce jour-là, l'Autrichien fait diviser les troupes françaises. En détruisant un pont, Napoléon est coupé du monde. Jean Lannes, le favori de l'empereur, mène une contre-offensive, mais sa jambe est emportée par un boulet autrichien et en ricochet sur le sol. Il meurt de ses blessures quelques jours plus tard. À Essling, en plus de son meilleur ami, Napoléon subit une véritable correction. 22 000 grognards tombent sous les balles autrichiennes. Parmi eux, seulement 7 000 ne se relèveraient jamais. Suite à cette cuisante défaite, une revanche est à prendre, et par ce fait, unir l'Europe autour du progrès politique, sous la bannière de l'aigle impérial. Pour cela, il faut alors se rendre maître du terrain. Napoléon a perdu une bataille, mais la campagne continue toujours. Et pour gagner la campagne, il lui faut sortir de l'île de Lobo, d'où il fait venir 80 000 hommes par le sud. Il doit faire sortir son armée par l'est, pour remonter vers les faibles flancs de l'armée autrichienne. Et pour sortir de ce bourbier, les hommes du génie se sont vus confier la mission de construire un pont pour faire sortir la grande armée. Ils reçoivent un cahier des charges de l'empereur lui-même. Le pont doit être résistant pour supporter le poids de l'artillerie. Il doit également supporter les torrents du Danube et être assez grand pour franchir le fleuve. Donc long de 150 à 200 mètres. Et le tout doit être bâti en quelques minutes. Impossible, se disent les hommes du génie. Mais seulement voilà, impossible n'est pas français. Et profitant de cette circonstance, Napoléon fait diversion, en positionnant ses troupes sur la berge nord. Le génie peut s'atteler à son travail, et réussit, là où il croyait échouer. En bâtissant, en 5 minutes, l'ouvrage demandé, et en permettant la traversée du Danube, par les troupes françaises, prisonnières de l'île de Lobo. L'artillerie traverse, ensuite la cavalerie, et enfin l'infanterie. Pour Charles, il est hors de question d'attaquer. Il se replie vers le plateau de Wagram, au lieu stratégique et défensif. L'empereur des Français ne perd pas une seule minute, et fait avancer ses colonnes vers les positions autrichiennes. Inlassablement, durant le 4 et le 5 juillet, la grande armée avance. Quand Charles est fin prêt, il renforce ses lignes grâce à des villages, Adverkla, Einnestadt et Krastken. Mais également grâce à un ruisseau, le Rusbach, qui est en aval du plateau de Wagram. À 18h, les Français sont là. Davout, sur le flanc droit. Oudinot, secondé de MacDonald, au centre. Ensuite Masséna et Bernadotte, pour fermer le dispositif sur le flanc gauche. Un assaut massif est ordonné par l'empereur. Seulement voilà, la surface terrestre du théâtre rend les communications compliquées. À cause de cela, Oudinot s'enfonce sur le dispositif autrichien, et les flancs de la grande armée restent immobiles. Vers 21h, Davout et Bernadotte s'enfoncent enfin, mais finalement, une retraite hâtive est organisée sur le centre et le flanc droit. Dans la soirée du 5 juillet 1809, le voile de la nuit s'étale sur le champ de bataille. Les hommes sont épuisés, certains s'écroulent de fatigue, d'autres hurlent de douleur, à plein poumon. Davout et Oudinot doivent prendre une initiative à droite. Sur le flanc gauche, Masséna et Bernadotte prendront les Autrichiens à revers sur la droite. Cependant, tout ne se passera pas comme prévu. L'archiduc Charles ordonne l'offensive dès l'aube et tient en respect Masséna à l'ouest et Davout à l'est. De plus, Bernadotte quitte sa position pour rendre compte à l'empereur de ce qu'il aurait fait. Il parle d'une savante manœuvre pour faire tomber Charles sur son centre. Par cette erreur, il perd le village d'Adverkla, amputant l'armée franco-italienne d'une position importante. Entre 3 et 10 heures du matin, les forces en présence se déchirent, de manière impitoyable. La bataille semble être en faveur de Charles. Bernadotte recule et s'en plaint à l'empereur, qui lui répond aussi sec. « Est-ce par cette savante manœuvre que vous souhaitez porter Charles à déposer les armes ?» Bernadotte est démis de ses fonctions. Pendant ce temps-là, les Autrichiens tentent l'encerclement par le sud-ouest. Napoléon redoute le pire pour son armée. Si Jean d'Autriche, le frère de Charles, arrive avec ses 3000 hommes, c'est la déroute totale. Mais soudain, une lueur d'espoir vient à l'empereur. Davout a réussi à percer la ligne ennemie sur son flanc gauche. Masséna, lui, doit être mis au courant de la situation, pour à son tour percer la ligne droite autrichienne.
Mais celui-ci est gravement blessé, et il ne peut monter à cheval. Tant pis, il donnera ses ordres depuis une calèche. Napoléon le rejoint dans son véhicule de fortune, en s'exclamant « Il y a de la bagarre ici !» L'empereur expose à Masséna le plan suivant. Les Autrichiens tentent l'encerclement, mais ils sont moins nombreux, ce qui veut dire qu'ils étirent leur ligne. Et s'ils étirent leur ligne, il est possible de forcer leur dispositif et de la rompre pour les encercler à leur tour. Si Davout continue d'avancer, s'il progresse encore et encore, si Masséna vient au secours du flanc gauche, alors Oudinot et MacDonald pourront enfoncer le centre autrichien, qui ne pourra se faire sauver par les troupes sur les flancs. C'est lors de ces charges de cavalerie menées par MacDonald, c'est lors de ces charges de cavalerie que le général Antoine Lassalle sera tué au combat en compagnie du 1er régiment de cuirassiers. Atteint en pleine tête par un grenadier hongrois, il meurt sur le coup. À l'annonce de ce plan, Masséna dira à l'empereur « La tâche est rude, mais qu'importe, il s'agit du salut de l'armée. » Après avoir exposé les plans de bataille à son maréchal, Napoléon fait déployer 2 km de pièces d'artillerie. Puis, le maréchal de fer s'enfonce sur le plateau de Wagram, et Masséna de même à gauche. Alors, MacDonald fait galoper une cavalerie, mais est réduite en pièces par l'artillerie de Charles. Même si l'Écossais parvient à percer la ligne de Charles, il perd, dans sa charge, 4/5 de ses hommes. Il est 14 heures, l'armée française se voit victorieuse. Seulement, cela a coûté aux empires d'Autriche et de France 72 à 80 000 hommes. C'est le plus grand bain de sang de l'histoire militaire, jusqu'à la bataille de la Somme du front de l'Ouest de la Première Guerre mondiale. Après cette dure bataille, un cessez-le-feu sera conclu à Znaim le 11 juillet et une paix à Vienne le 14 octobre 1809 qui mettra fin à la campagne d'Autriche. Cependant, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, mais aussi en Autriche, qui n'est pas encore vaincue, la menace plane toujours contre l'Empire français. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous avez apprécié. Et surtout, de vous abonner, c'est plus important. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fer et de Sang.